Je me souviens très clairement de cette nuit, même si les détails sont maintenant flous. Il y a 5 ans après ma rupture avec Tyler, mon amour de lycée, j'ai finalement décidé d'essayer de sortir à nouveau avec quelqu'un. Je n'avais aucune idée de la manière dont cela fonctionnait. J'ai donc téléchargé quelques applications de rencontres et essayé plusieurs rendez-vous avec différentes femmes. Mais cela n'a pas marché pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Jojo. Elle s'appelait Tyler, mais elle préférait qu'on l'appelle par son diminutif, Jojo. Nous avons commencé à parler doucement, car nous sortions tous les deux de relations de longue durée. Peu après le début de notre nouvelle relation, elle m'a demandé de dormir chez elle presque tous les jours. Au début, j'ai refusé son invitation, car j'aimais prendre mon temps et dormir chez elle représentait une grande étape pour moi. Quand je lui disais que je n'étais pas à l'aise, elle me demandait si elle pouvait plutôt dormir sur le canapé. Les choses ont continué ainsi, jusqu'à une nuit où elle s'est réveillée au milieu de la nuit, en voyant d'étranges ombres debout dans sa chambre. Au début, elle pensait que l'obscurité lui jouait simplement des tours. Mais lorsqu'elle s'est réveillée le matin, le coin où se trouvait l'ombre était vide, et rien dans la pièce ne ressemblait à une silhouette humaine. Au cours des semaines suivantes, elle a commencé à avoir de plus en plus peur. Elle disait qu'elle ne pouvait même pas sortir du lit, même si elle le voulait, tant elle se sentait prisonnière de ses visions. Une nuit, lorsqu'elle s'est réveillée au milieu de la nuit, la silhouette sombre se tenait dans l'embrasure de la porte. La nuit précédente, elle avait lancé une peluche sur la silhouette sombre pour prouver qu'elle n'était pas folle. Mais au lieu de heurter le mur, la peluche a touché l'ombre et la silhouette a légèrement bougé. Une partie de moi avait de la peine pour elle. Elle était pratiquement en larmes lorsqu'elle m'a parlé de ses visions. Je n'ai pas pu m'empêcher de la juger en lui disant que je ne resterais que si elle m'expliquait la raison. Elle est restée silencieuse jusqu'au jour où elle a décidé de tout me raconter. La nuit précédente, elle avait lancé une peluche sur la silhouette sombre et l'avait frappée avec force. L'ombre se tenait dans un coin de sa chambre. Elle avait eu tellement peur qu'elle lui avait lancé une peluche lorsque je lui avais demandé pourquoi elle tenait tant à ce que je dorme chez elle. Elle ne bougeait pas d'elle-même, mais juste au moment où nous en parlions, un grand bruit est venu du placard et l'interrupteur s'est éteint puis rallumé. Elle avait l'air terrifiée et m'a demandé de le garder à travers l'embrasure, située à l'autre bout de la pièce. J'ai plissé les yeux et essayé de voir ce dont elle parlait. Cela paraît presque ridicule aujourd'hui, mais à ce moment-là, j'avais l'impression de crier dans l'obscurité. Elle disait qu'il y avait des ombres partout sur son lit et qu'elle les voyait parce que quelque chose n'allait pas dans son esprit. J'y ai réfléchi un instant. Comment cela pouvait-il être réel si ce n'était qu'une ombre? Et s'il n'y avait réellement aucune entité, mais seulement une forme de paralysie du sommeil? J'ai décidé de rester dormir chez elle cette nuit-là et d'essayer de dormir avec la lumière allumée. Il était 20 heures et elle était déjà à moitié endormie car elle dormait mal depuis plusieurs semaines. Je me suis dit qu'elle avait peut-être des hallucinations parce qu'elle n'avait pas bien dormi ces derniers temps. Mais je ne voulais pas la réveiller. Je me suis donc assis près du canapé, un bras autour du cou de Jojo, en essayant de m'installer aussi confortablement que possible, tout en regardant un film à la télévision. Quelques heures plus tard, je me suis endormi. Le lendemain, je me suis réveillé, j'ai vu Jojo, terrifiée, me supplier de ne pas bouger. J'ai essayé de sortir du lit, mais elle s'est agrippée à moi en me disant que quelque chose la fixait. J'ai crié en direction de la silhouette sombre pour prouver qu'elle n'était pas réelle, mais il n'y avait rien d'autre qu'un mur. Je n'arrivais pas à croire ce dont je venais d'être témoin. J'ai décidé de prendre l'un des coussins posés sur le canapé à côté de moi et de le lancer vers l'embrasure de la porte. Mais Jojo m'a arrêté juste avant que je puisse le lancer. Elle a dit que si cette chose ne bougeait pas et n'attaquait pas, alors pourquoi s'en soucier? Pour moi, c'était comme une plaisanterie au beau milieu d'un moment sérieux. S'il existait une explication, pourquoi devait-elle le prouver? J'ai décidé que je devais voir par moi-même à quoi cette chose ressemblait. J'ai saisi le coussin et l'ai lancé de toutes mes forces vers l'embrasure de la porte. Tandis que Jojo semblait terrifié, j'ai aperçu une étrange ombre qui n'avait absolument aucun sens. Il était presque impossible de savoir si cette chose existait réellement ou si elle n'était que le fruit de mon imagination. La nuit suivante, elle m'a de nouveau réveillé au milieu de la nuit. Cette fois, elle avait tellement peur qu'elle m'a supplié de ne pas bouger. Je lui ai dit que ce n'était pas une entité et je lui ai demandé la permission d'examiner ce qui la fixait. Mais elle s'est encore agrippée à moi, refusant que j'aille plus loin. Je n'arrivais pas à croire à quel point ces visions affectaient Jojo.
J'ai pensé que cette chose était être réelle, mais qu'il ne s'agissait que d'une ombre dans l'embrasure ou d'une forme de paralysie du sommeil. Ce n'est pas que je ne la croyais pas, mais il devait forcément exister une explication à quelque chose d'aussi extravagant et inexplicable. À mon avis, il existe toujours une explication à ce que nous ne pouvons pas comprendre. Puis, un jour, Jojo a commencé à lancer des objets sur la silhouette sombre. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris qu'elle pouvait de nouveau dormir paisiblement. J'étais soulagé, mais aussi un peu perplexe. Pourquoi avait-il fallu autant de temps pour résoudre ce mystère? N'y avait-il pas quelque chose de plus important que le jugement que je portais sur elle? Être que toute cette épreuve n'était qu'une sorte de test imposé par une puissance supérieure. Et plus vite nous comprendrions ce qui se passait, mieux ce serait. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai vu Jojo assise devant moi, le sourire aux lèvres. Elle m'a expliqué qu'elle s'était enfin débarrassée de ses visions et qu'elle pouvait de nouveau dormir paisiblement. J'ai eu l'impression qu'un poids quittait mes épaules lorsque j'ai compris qu'il existait une explication à tout. Être que tout cela n'était pas une simple coïncidence ni une sorte de test de l'univers. Mais cela m'a fait comprendre à quel point nos vies sont remplies de mystères que nous ne pouvons pas saisir. Avec le recul, je suis heureux d'avoir finalement agi face à Jojo après avoir vu son comportement changer de manière aussi spectaculaire. Cela faisait du bien de pouvoir de nouveau dormir paisiblement sans devoir affronter ses visions chaque nuit. Être qu'il existait une raison pour laquelle elle avait déclenché toute cette épreuve et que ce n'était pas simplement à cause d'une sorte de monstre fait d'ombre. Avec le recul, je suis heureux d'avoir finalement agi face à Jojo après avoir vu son comportement s'aggraver car c'était une étape nécessaire. Cela faisait du bien de laisser derrière moi cette nuit d'insomnie et de vision. Être qu'il existait une raison pour laquelle elle avait déclenché toute cette épreuve et que ce n'était pas simplement à cause d'un monstre fait d'ombre. Je me suis redressé, le cœur battant à toute vitesse, en entendant quelque chose murmurer depuis la pièce sombre. J'ai essayé de comprendre ce que cela disait, mais je n'ai pu distinguer que le son très clair d'un murmure. Alors que j'essayais d'entrer dans la pièce sombre, la porte s'est refermée devant mon visage, me faisant reculer sous le choc. Jojo a crié derrière moi, et je me suis relevé pour entrer dans la pièce, mais la porte était verrouillée. J'ai entendu des pas se déplacer, et des objets se briser de l'autre côté de la porte, créant un effet de tourbillon. La seule chose qui ressortait clairement était la fenêtre grande ouverte, sans moustiquaire. Et surtout, aucune silhouette sombre n'était visible nulle part. J'entendais Jojo crier depuis le canapé et me demander si j'allais bien. Je suis ressorti et je lui ai dit que tout allait bien et qu'elle devrait appeler la police, même si cela ne servirait à rien. Elle insistait sur le fait qu'il s'agissait d'une entité paranormale. Je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant que la chose avait disparu, je m'étais un peu calmé. Je n'ai pas appelé la police, mais j'ai aidé Jojo à ranger la pièce. Après cette première nuit mouvementée chez elle, elle est restée avec moi plusieurs nuits avant de finalement passer une première nuit seule chez elle. 5 ans plus tard, Jojo et moi sommes maintenant fiancés, et nous nous disputons encore à propos de cette nuit. Elle est convaincue qu'il s'agissait d'une entité surnaturelle, tandis que moi, je suis convaincu du contraire. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cette chose était bel et bien là. Le fait de l'avoir vue et entendue de mes propres yeux et oreilles m'a fait comprendre à quel point nos vies sont remplies de mystères que nous ne pourrons jamais entièrement comprendre. Au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, ni même le genre d'élève qui organisait des fêtes ou des réunions. J'avais un seul ami, Evan, dont les parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end de ma dernière année de lycée, mes parents devaient quitter la ville alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chaque famille a sa propre manière d'éduquer ses enfants. Pendant les semaines précédant leur voyage, je les ai suppliés et leur ai dit que j'inviterais Evan pour ne pas rester seul et que nous jouerions simplement aux jeux vidéo tout le week-end. La seule chose qui attirait vraiment l'attention était la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'ai entendu Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Ma peur a pris le dessus, alors je suis retourné le voir et je lui ai dit que cela devait être une erreur. Je lui ai dit qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Vous pourriez penser que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi très mal à l'aise. Aucun de nous n'a vraiment dormi cette nuit-là. Le moindre bruit, à l'intérieur comme à l'extérieur, nous faisait sursauter.
Depuis ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'avais aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce soit, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles, et je me demande souvent ce qui aurait été le plus effrayant. Qu'un monstre d'ombre soit à sa place, ou qu'il y ait réellement eu quelqu'un en train de la regarder dormir. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end de ma dernière année de lycée, mes parents sont partis en voyage alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chaque parent a sa propre façon d'éduquer ses enfants. Je les ai suppliés pendant des semaines avant leur départ et je leur ai promis d'inviter Evan pour ne pas rester seul et que nous passerions simplement tout le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été le cadre idéal pour une fête de lycée classique, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un léger goût d'indépendance. C'est ici que mon histoire prend un tournant inattendu. Le week-end arriva et Evan vint comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet, puis joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était tard lorsque la sonnette retentit. Cela m'effraya, et je ne répondis pas tout de suite, car nous n'étions pas sûrs qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette retentit de nouveau. Evan essaya de me retenir, mais je lui dis que je devais répondre au cas où il serait arrivé quelque chose de grave à mes parents. Je marchais lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais, la sonnette retentit encore. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Il y avait forcément quelqu'un dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ouvris la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Lorsque j'ouvris complètement la porte, je fus stupéfait de constater qu'il n'y avait personne. Je regardai par la fenêtre à côté de la porte et ne vis personne marcher dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui attira vraiment mon attention fut la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'entendis Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je ne répondis pas tout de suite. Ma peur prit le dessus, alors je retournai le voir et lui dis que cela devait être une erreur. Je lui dis qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux ne dormit beaucoup cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur ou à l'extérieur nous faisait sursauter. Depuis ce jour, chaque fois que la sonnette retentit tard dans la nuit, j'ai aussi peur qu'avant. C'est comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle pense toujours qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus terrifiant, qu'un monstre d'ombre se soit trouvé à sa place, ou qu'il y ait réellement eu quelqu'un en train de la regarder dormir. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais le droit de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end pendant ma dernière année de lycée, mes parents partirent en voyage alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas me laisser seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque, mais chaque parent a sa propre façon d'éduquer ses enfants. Je les suppliai pendant des semaines avant leur départ et leur dis que j'inviterais Evan pour ne pas rester seul, et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certains, cela aurait été la situation parfaite pour organiser une fête de lycée, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un léger sentiment d'indépendance. C'est ici que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end arriva, et Evan vint comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet, puis joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était tard lorsque la sonnette retentit. Cela m'effraya, et je ne répondis pas tout de suite, car nous n'étions pas sûrs qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur. Quelques secondes plus tard,
La sonnette retentit de nouveau. Evan essaya de me retenir, mais je lui dis que je devais répondre au cas où il serait arrivé quelque chose de grave à mes parents. Je marchais lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais, la sonnette retentit encore. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Il y avait forcément quelqu'un dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ouvris la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Lorsque j'ouvris complètement la porte, je fus stupéfait de constater qu'il n'y avait personne. Je regardais par la fenêtre à côté de la porte et ne vis personne marcher dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui attira vraiment mon attention fut la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'entendis Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je ne répondis pas tout de suite. Ma peur prit le dessus. Alors je retournai le voir et lui dis que cela devait être une erreur. Je lui dis qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux ne dormit beaucoup cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur ou à l'extérieur nous faisait sursauter. Depuis ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'avais aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles, et je me demande souvent ce qui aurait été le plus terrifiant, qu'un monstre d'ombre soit à sa place, ou qu'il y ait réellement quelqu'un en train de l'observer pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end, pendant ma dernière année de lycée, mes parents sont partis en voyage alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chaque parent a sa propre manière d'éduquer ses enfants. Je les ai suppliés pendant des semaines avant leur départ et je leur ai dit qu'ils pouvaient inviter Evan pour que je ne sois pas seul et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été le cadre idéal pour une fête de lycée classique, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est ici que mon histoire prend un tournant inattendu. Le week-end est arrivé et Evan est venu, comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet. Puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était déjà tard lorsque la sonnette a retenti. Cela m'a fait peur et je n'ai pas répondu tout de suite, car nous ne savions pas si ce n'était pas simplement une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette a de nouveau retenti. Evan essayait de me retenir, mais je lui ai dit que je devais répondre au cas où il serait arrivé quelque chose de grave à mes parents. Je me suis dirigé lentement vers la porte d'entrée et pendant que j'avançais, la sonnette a encore retenti. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Il devait forcément y avoir quelqu'un dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Une fois la porte complètement ouverte, j'ai été stupéfait de constater qu'il n'y avait absolument personne. J'ai regardé par la fenêtre située à côté de la porte et je n'ai vu personne marcher dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui attirait vraiment l'attention était la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'ai entendu Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Ma peur a pris le dessus. Alors je suis retourné le voir et je lui ai dit que cela devait être une erreur. Je lui ai dit qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je suis sûr que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux n'a beaucoup dormi cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur ou à l'extérieur nous faisait sursauter. Depuis ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'avais aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement, nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles, et je me demande souvent ce qui aurait été le plus terrifiant, qu'un monstre d'ombre soit à sa place, ou qu'il y ait réellement quelqu'un en train de l'observer pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit,
Je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end, pendant ma dernière année de lycée, mes parents sont partis en voyage alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chaque parent a sa propre manière d'éduquer ses enfants. Je les ai suppliés pendant des semaines avant leur départ, et je leur ai dit qu'ils pouvaient inviter Evan pour que je ne sois pas seul, et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été le cadre idéal pour une fête de lycée classique, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est ici que mon histoire prend un tournant inattendu. Le week-end est arrivé, et Evan est venu comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était déjà tard, lorsque la sonnette a retenti. Cela m'a fait peur. Et je n'ai pas répondu tout de suite, car nous ne savions pas si ce n'était pas simplement une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette retentit de nouveau. Evan essaya de me retenir, mais je lui dis que je devais répondre au cas où quelque chose de grave serait arrivé à mes parents. Je marchais lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais, la sonnette retentit encore. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Quelqu'un devait forcément être dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ouvris la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Lorsque j'ouvris complètement la porte, je fus stupéfait de constater qu'il n'y avait personne. Je regardai par la fenêtre à côté de la porte et ne vis personne s'éloigner dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui attira vraiment mon attention fut la fenêtre ouverte sans moustiquaire. J'entendis Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je ne répondis pas tout de suite. La peur prit le dessus. Alors je retournai le voir et lui dis que cela devait être une erreur. Je lui dis qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux ne dormit beaucoup cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur comme à l'extérieur nous faisait sursauter. À partir de ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'avais aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle croit toujours qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus terrifiant, qu'un monstre d'ombre se soit trouvé à sa place, ou que quelqu'un ait réellement été là à l'observer pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end de ma dernière année de lycée, mes parents quittèrent la ville alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chaque parent a sa propre façon d'éduquer ses enfants. Je les suppliai pendant des semaines avant leur départ et leur promis d'inviter Evan pour que je ne sois pas seul et que nous passions simplement tout le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été l'occasion parfaite d'organiser une fête classique de lycée, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est ici que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end arriva et Evan vint comme prévu. Le vendredi soir, nous commandâmes une pizza et des ailes de poulet, puis nous jouâmes à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était tard lorsque la sonnette retentit. Cela me fit peur, et je ne répondis pas tout de suite, car nous ne savions pas si ce n'était qu'une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette retentit de nouveau. Evan essaya de me retenir, mais je lui dis que je devais répondre au cas où quelque chose de grave serait arrivé à mes parents. Je marchais lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais, la sonnette retentit encore. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Quelqu'un devait forcément être dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ouvris la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Lorsque j'ouvris complètement la porte, je fus stupéfait de constater qu'il n'y avait personne. Je regardais par la fenêtre à côté de la porte,
et ne vis personne s'éloigner dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui attira vraiment mon attention fut la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'entendis Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je ne répondis pas tout de suite. La peur prit le dessus, alors je retournai le voir et lui dis que cela devait être une erreur. Je lui dis qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux ne dormit beaucoup cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur comme à l'extérieur nous faisait sursauter. À partir de ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'avais aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle croit toujours qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus terrifiant, qu'un monstre d'ombre se soit trouvé à sa place, ou que quelqu'un ait réellement été là à l'observer pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end de ma dernière année de lycée, mes parents quittèrent la ville alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chaque parent a sa propre façon d'éduquer ses enfants. Je les suppliai pendant des semaines avant leur départ et leur promis d'inviter Evan pour que je ne sois pas seul et que nous passions simplement tout le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été l'occasion parfaite d'organiser une fête classique de lycée, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est ici que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end est arrivé, et Evan est venu comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était tard lorsque la sonnette a retenti. Cela m'a effrayé, et je n'ai pas répondu tout de suite, car nous n'étions pas sûrs qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette a retenti de nouveau. Evan a essayé de me retenir, mais je lui ai dit que je devais aller ouvrir au cas où il serait arrivé quelque chose de grave à mes parents. Je me suis dirigé lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais, la sonnette a encore retenti. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Quelqu'un devait forcément être dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Une fois la porte complètement ouverte, j'ai été stupéfait de ne voir absolument personne. J'ai regardé par la fenêtre à côté de la porte et je n'ai vu personne marcher dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui m'a vraiment frappé, c'était la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'ai entendu Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Ma peur a pris le dessus. Alors je suis revenu lui dire que cela devait être une erreur. Je lui ai dit qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Vous pensez peu être que nous étions des lâches, mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi très mal à l'aise. Aucun de nous deux n'a vraiment dormi cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur comme à l'extérieur nous faisait sursauter. À partir de ce jour-là, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'étais aussi effrayé qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus terrifiant. Qu'un monstre d'ombre ait été à sa place, ou que quelqu'un l'ait réellement observé pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais le droit de sortir ou de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end, pendant ma dernière année de lycée, mes parents sont partis en voyage alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chacun a sa propre manière d'éduquer ses enfants.
Je les ai suppliés pendant des semaines avant leur départ, et je leur ai promis que j'inviterais Evan pour ne pas être seul, et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été l'occasion parfaite d'organiser une fête de lycée, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est là que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end est arrivé, et Evan est venu comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était tard lorsque la sonnette a retenti. Cela m'a effrayé, et je n'ai pas répondu tout de suite, car nous n'étions pas sûrs qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette a retenti de nouveau. Evan a essayé de me retenir, mais je lui ai dit que je devais aller ouvrir au cas où il serait arrivé quelque chose de grave à mes parents. Je me suis dirigé lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais, la sonnette a encore retenti. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Quelqu'un devait forcément être dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ai ouvert la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Une fois la porte complètement ouverte, j'ai été stupéfait de ne voir absolument personne. J'ai regardé par la fenêtre à côté de la porte, et je n'ai vu personne marcher dans la rue ni quitter la propriété. La seule chose qui m'a vraiment frappé, c'était la fenêtre ouverte sans moustiquaire. J'ai entendu Eva crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je n'ai pas répondu tout de suite. Ma peur a pris le dessus. Alors je suis revenu lui dire que cela devait être une erreur. Je lui ai dit qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Vous pensez peu, être que nous étions des lâches. Mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi très mal à l'aise. Aucun de nous deux n'a vraiment dormi cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur comme à l'extérieur nous faisait sursauter. À partir de ce jour-là, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, j'étais aussi effrayé qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce fût, cela s'est réellement produit. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et de mes propres oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus terrifiant. Qu'un monstre d'ombre était à sa place, ou que quelqu'un l'ait réellement observé pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais le droit de sortir ou de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end, pendant ma dernière année de lycée, mes parents sont partis en voyage alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque, mais chacun a sa propre manière d'éduquer ses enfants. Je les ai suppliés pendant des semaines avant leur départ, et je leur ai promis que j'inviterais Evan pour ne pas être seul, et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été l'occasion parfaite d'organiser une fête de lycée, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est là que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end est arrivé, et Evan est venu comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé des pizzas et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était tard lorsque la sonnette a retenti. Cela m'a effrayé, et je n'ai pas répondu tout de suite, car nous n'étions pas sûrs qu'il ne s'agissait pas simplement d'une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette a retenti de nouveau. Evan a essayé de me retenir, mais je lui ai dit que je devais aller ouvrir au cas où il serait arrivé quelque chose de grave à mes parents. Je marchais lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais à pas lents, la sonnette retentit de nouveau. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Il devait forcément y avoir quelqu'un dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ouvris la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Lorsque j'ouvris complètement la porte, je fus stupéfait de ne voir absolument personne. Je regardais par la fenêtre à côté de la porte et ne vis personne s'éloigner dans la rue ou quitter la propriété. La seule chose qui sautait aux yeux était la fenêtre ouverte, sans moustiquaire. J'entendis Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je ne répondis pas tout de suite. Ma peur prit le dessus, alors je retournai le voir et lui dis que cela devait être une erreur. Je lui dis qu'il n'y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches,
Mais si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux ne dormit vraiment cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur ou à l'extérieur nous faisait sursauter. À partir de ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, elle me faisait aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que, quoi que ce soit, c'est réellement arrivé. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus effrayant. Qu'un monstre d'ombre se soit trouvé à sa place, ou qu'il y ait réellement eu quelqu'un en train de l'observer pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end de ma dernière année de lycée, mes parents quittèrent la ville alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque. Mais chacun a sa propre façon d'éduquer ses enfants. Je les suppliai pendant des semaines avant leur départ et leur promis que j'inviterais Evan pour ne pas rester seul et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été l'occasion parfaite d'organiser une fête classique entre lycéens, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est à partir de là que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end arriva, et Evan vint comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé une pizza et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était déjà tard lorsque la sonnette retentit. Cela me fit peur, et je ne répondis pas immédiatement, car nous ne savions pas si ce n'était qu'une erreur. Quelques secondes plus tard, la sonnette retentit de nouveau. Evan essaya de me retenir, mais je lui dis que je devais ouvrir au cas où quelque chose serait arrivé à mes parents. Je marchais lentement vers la porte d'entrée, et pendant que j'avançais à pas lents, la sonnette retentit encore. Après 3 sonneries, ce n'était plus une erreur. Il devait forcément y avoir quelqu'un dehors. Mon cœur battait à toute vitesse lorsque j'ouvris la porte d'entrée, sachant que la porte moustiquaire était toujours verrouillée. Lorsque j'ouvris complètement la porte, je fus stupéfait de ne voir absolument personne. Je regardai par la fenêtre à côté de la porte et ne vis personne s'éloigner dans la rue ou quitter la propriété. La seule chose qui sautait aux yeux était la fenêtre ouverte sans moustiquaire. J'entendis Evan crier depuis le salon pour demander qui était là, mais je ne répondis pas tout de suite. Ma peur prit le dessus. Alors je retournai le voir et lui dis que cela devait être une erreur. Je lui dis qu'il y avait évidemment personne dehors, même si nous étions tous les deux très nerveux cette nuit-là. Cela peut donner l'impression que nous étions des lâches, et si cela vous arrivait, je parie que vous vous sentiriez vous aussi un peu mal à l'aise. Aucun de nous deux ne dormit vraiment cette nuit-là. Le moindre bruit à l'intérieur ou à l'extérieur nous faisait sursauter. À partir de ce jour, chaque fois que la sonnette retentissait tard dans la nuit, elle me faisait aussi peur qu'avant. C'était comme un avertissement nous disant de rester loin de chez Jojo. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, je suis fiancé à Jojo, mais elle est toujours convaincue qu'il s'agissait d'une sorte d'entité surnaturelle et que je n'en ai jamais réellement rencontré une. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est que quoi que ce soit, c'est réellement arrivé. Je l'ai vu et entendu de mes propres yeux et oreilles, et je me demande souvent ce qui serait le plus effrayant, qu'un monstre d'ombre se soit trouvé à sa place, ou qu'il y ait réellement eu quelqu'un en train de l'observer pendant son sommeil. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que cela ne se soit jamais reproduit. Quand j'étais au lycée, je n'étais pas vraiment populaire, mais j'avais un ami, Evan. Ses parents étaient plus stricts que les miens. Chaque fois que j'avais l'autorisation de faire quelque chose, c'était uniquement avec lui. Un week-end de ma dernière année de lycée, mes parents quittèrent la ville alors que j'avais 18 ans. Ils ne voulaient toujours pas que je reste seul à la maison, ce qui me semblait ridicule à l'époque, mais chacun a sa propre façon d'éduquer ses enfants. Je les suppliais pendant des semaines avant leur départ et leur promis que j'inviterais Evan pour ne pas rester seul et que nous passerions simplement le week-end à jouer aux jeux vidéo. Pour certaines personnes, cela aurait été l'occasion parfaite d'organiser une fête classique entre lycéens, mais pas pour nous. C'était la première fois de ma vie que je ressentais un petit goût d'indépendance. C'est à partir de là que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end arriva et Evan vint comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé une pizza et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2.
Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était déjà tard lorsque la sonnette retentit. C'était leur première soirée seule à la maison depuis leur installation dans leur nouveau quartier résidentiel, et ils ressentaient un sentiment de liberté et d'indépendance. C'était leur première soirée seule à la maison depuis leur installation dans leur nouveau quartier résidentiel, et ils ressentaient un sentiment de liberté et d'indépendance. C'est à partir de là que mon histoire prend une tournure inattendue. Le week-end arriva, et Evan vint comme prévu. Le vendredi soir, nous avons commandé une pizza et des ailes de poulet, puis nous avons joué à Kingdom Hearts 2. Ce jeu nostalgique comptait énormément pour nous deux, mais il était déjà tard lorsque la sonnette retentit. Je restai un moment dehors, ne sachant pas si ce n'était qu'un autre invité arrivé tard dans la nuit. Nous sommes restés dehors à discuter pendant des heures. Finalement, j'avais complètement oublié la sonnette de la veille au soir. Ce soir-là, nous avons mangé les restes de pizza et continué à jouer aux jeux vidéo. À 1h13 du matin, ma sonnette retentit de nouveau. Cette fois, je regardais l'heure. Ce n'était plus une coïncidence. J'étais terrifié, mais je me levai quand même et m'approchai de la porte. La sonnette retentit au moment où j'ouvris brusquement la porte. Cette fois, derrière la moustiquaire se tenait une femme âgée. Elle était petite, avait les cheveux blancs, la peau ridée, et portait un long manteau alors qu'il faisait presque 20 et 1 degré Celsius cette nuit-là. Elle portait un de ses foulards noués sur la tête. Je n'avais jamais trouvé une vieille femme inquiétante auparavant, mais la voir debout sur le pas de ma porte à une heure pareille m'a fait changer d'avis. Aucun de nous deux ne dit un mot pendant quelques secondes. Elle avait un sourire étrange sur le visage. Finalement, elle prit la parole. Elle demanda si M. Walker était chez lui. Je marquai une pause, essayant encore de comprendre ce qui se passait. Puis je lui répondis que personne de ce nom n'habitait ici. Son sourire s'effaça lentement, puis elle poussa un petit bruit qui semblait compatissant. Elle retrouva un grand sourire et dit « Oh oui, c'est vrai, Monsieur Walker n'habite plus ici. » Je forçai un sourire et lui souhaitai une bonne soirée. Mais avant que je puisse refermer complètement la porte, elle reprit la parole. Elle demanda si Joe était toujours là. Je lui répondis qu'elle s'était trompée de maison et que j'apprécierais qu'elle parte. Elle se mit à rire. Elle affirma que Joe était toujours à l'intérieur de la maison. Quand je lui demandai ce qu'elle voulait dire, elle continua de rire et me dit qu'elle pouvait l'entendre à l'intérieur. Je répondis « D'accord », puis claquai la porte. En m'éloignant, je pouvais encore l'entendre rire dehors. Evan me demanda ce qui s'était passé, et je lui dis de se tenir prêt à appeler la police au cas où cette femme, manifestement dérangée, refuserait de partir. Quelques minutes plus tard, je regardai par les fenêtres de devant et je la vis debout au milieu de la rue, face à ma maison. Il faisait sombre et il était difficile de distinguer les détails, mais j'étais presque certain qu'elle souriait encore. Nous avons envisagé d'appeler la police, mais je ne savais pas quelles complications cela pourrait entraîner. Si cela m'arrivait aujourd'hui, j'appellerais immédiatement la police. Mais à l'époque, en tant qu'adolescent plutôt protégé, je n'en ai tout simplement pas été capable. À 3 heures du matin, je regardais de nouveau par la fenêtre, et elle se tenait toujours exactement au même endroit. Elle resta là presque 2 heures. À ce moment-là, j'en avais assez. J'allais lui crier à travers la porte moustiquaire de s'en aller, sinon j'appellerais la police. À peine eus-je ouvert la porte que je n'eus même pas le temps de lui crier dessus, car elle se mit à sprinter vers ma porte d'entrée à une vitesse stupéfiante. Cette femme était âgée, très âgée, et je n'ai aucune idée de la façon dont elle pouvait courir aussi vite. Je ne peux même pas commencer à décrire à quel point il est terrifiant de voir une personne aussi âgée se déplacer aussi vite. Cela semblait contre nature. Avant qu'elle n'atteigne la maison, je claquai la porte d'entrée et me mis à crier. Evan a couru vers la porte d'entrée pour voir ce qui se passait. Avant même que je puisse expliquer quoi que ce soit, je vis Evan figé comme une statue. Il bégaya, puis finit par réussir à prononcer quelques mots. Il dit « la fenêtre ». Je me retournai vers la fenêtre à côté de la porte d'entrée et, derrière la vitre, je vis la vieille femme qui souriait. Elle était penchée de côté d'une manière presque contre nature. Je saisis le téléphone fixe de la maison et appelai la police. Pendant plusieurs minutes, la femme resta exactement au même endroit, à regarder par la fenêtre sans bouger. Quelques minutes avant l'arrivée d'une voiture de police, elle s'en alla. Je voyais bien que le policier restait sceptique face à tout ce que nous lui racontions. Après tout, nous n'étions que 2 lycéens racontant l'histoire d'une vieille femme étonnamment rapide et athlétique. Moi non plus, je ne nous aurais probablement pas cru. Il prit nos dépositions puis repartit. Au cas où ce ne serait pas déjà évident, nous n'avons pas dormi cette nuit-là. Je m'attendais à ce qu'elle réapparaisse dès que le policier serait parti,
Mais heureusement, elle ne revint jamais cette nuit-là. Mes parents sont rentrés tard le lundi matin. Je n'avais pas l'intention de leur raconter ce qui s'était passé, mais j'ai fini par céder. Je n'aimais pas mentir à mes parents, et le fait de ne pas leur dire que j'avais appelé la police me donnait l'impression de leur cacher quelque chose d'important. Je leur ai tout raconté. Je leur ai parlé de la sonnette du vendredi soir, puis de la vieille femme venue à la porte le samedi soir. Pendant que je racontais l'histoire, mes deux parents avaient l'air malades, mais pas pour la raison que j'imaginais. Ils ne semblaient pas inquiets de cette vieille femme qui nous terrorisait depuis la rue. Ils étaient surtout effrayés par ce qu'elle avait dit en arrivant, lorsqu'elle avait demandé après M. Walker et Joe. J'avais simplement supposé qu'il s'agissait de personnes mentionnées au hasard par cette vieille femme dérangée, mais la vérité était bien plus sombre. Elle avait demandé si Joe était toujours là, puis avait affirmé qu'il se trouvait encore dans la maison. Mes parents décidèrent alors de m'avouer qu'au moment où ils avaient acheté cette maison lorsque j'avais 5 ans, ils avaient obtenu un très bon prix parce qu'un homme y avait assassiné sa femme avant de se suicider. Il s'appelait Joe. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'étais terrorisé. Cette femme avait dit qu'elle pouvait encore l'entendre à l'intérieur. J'essayais de me calmer en me disant que cette femme avait sûrement connu cet homme lorsqu'il vivait là. J'aimerais que l'histoire s'arrête là, mais les choses allaient devenir encore plus troublantes. Pendant que j'étais assis à essayer d'assimiler ce que je venais d'apprendre au sujet de Joe, mon père me dit qu'il y avait encore autre chose. La raison pour laquelle nous avions quitté notre première maison lorsque j'avais 5 ans était qu'un homme se faisant appeler M. Walker terrorisait ma famille et surveillait notre maison. Il appelait à toute heure de la nuit pour menacer mon père et venait même jusqu'à notre porte en essayant sans cesse de s'introduire chez nous. Mes parents appelèrent la police à de nombreuses reprises, mais elle ne pouvait rien faire. Cela dura pendant des mois. Mon père, qui chassait autrefois, possédait des fusils et restait éveillé toute la nuit pour tenter d'attraper M. Walker. Une nuit, Walker réussit à entrer dans la maison, et mon père tira. Il ne sut jamais s'il l'avait manqué ou s'il l'avait touché à l'épaule. L'homme prit la fuite. Mon père ne le revit jamais. Quelques semaines après notre départ de Charlotte, en Caroline du Nord, cette épreuve avait rendu mes parents encore plus stricts. Il m'a fallu du temps pour assimiler tout ce qu'il m'avait raconté. J'étais en colère qu'ils m'aient si souvent caché la vérité, mais je comprenais aussi leurs inquiétudes. Depuis cette nuit-là, je me demande encore qui ou quoi était à l'origine de ces événements étranges et pourquoi tout le monde semblait si bouleversé par mes Walker. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, ce qui s'est passé avec Evan reste l'un des jours les plus sombres de ma vie. Durant toute cette période, la femme n'est jamais revenue. Chaque fois que je rendais visite à mes parents par la suite, il m'était impossible de ne pas regarder par la fenêtre de devant, là où la vieille femme avait disparu. Peut-être était-il vraiment maudit après tout. J'espère que ces sombres nuages finiront enfin par se dissiper. Mes parents ont appelé la police à de nombreuses reprises, mais elle ne pouvait rien faire. Cela a duré pendant des mois. Mon père, qui était autrefois chasseur, restait éveillé toute la nuit pour essayer d'attraper M. Walker. Une nuit, mais Walker est finalement parvenu à entrer dans la maison, et mon père a tiré. Il ne savait pas s'il l'avait manqué ou touché à l'épaule. Il s'est enfui. Mon père ne l'a jamais revu. Mes parents étaient au téléphone avec May. Walker à de nombreuses reprises, mais il ne pouvait rien faire. Cela a duré pendant des mois. Mon père, qui avait autrefois été chasseur, restait éveillé toute la nuit pour essayer d'attraper M. Walker. Une nuit, mais Walker est finalement parvenu à entrer dans la maison, et mon père a tiré. Il ne savait pas s'il l'avait manqué ou touché à l'épaule. Il s'est enfui. Mon père ne l'a jamais revu. J'ai grandi pendant qu'Alfred et sa famille emménageaient dans la maison juste en face de la mienne. Nous allions à l'école ensemble chaque jour et rentrions à pied ensemble. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que nous partagions bien plus que la proximité. Nous avions beaucoup de choses en commun. En particulier, nous adorions tous les deux le catch professionnel, alors que mes amis le détestaient. Même parmi les élèves de CM2, il n'y avait pas de juste milieu. Soit on adorait le catch, soit on le détestait. La famille d'Alfred a emménagé juste à côté de chez moi, et notre passion commune nous a rapprochés, malgré les difficultés d'être le nouveau à l'école. Mes parents étaient toujours gentils mais stricts, ce qui me semblait normal jusqu'à ce que j'entende parler de Walker. Même si je ne comptais pas passer la nuit chez d'autres personnes, la maison d'Alfred faisait exception. Son père avait des t-shirts de catch et parlait avec moi des anciens combats. J'avais l'impression que nous pouvions nous rapprocher grâce à quelque chose que tout le monde trouvait ennuyeux. Un vendredi après-midi, lorsque je suis rentré de l'école, ma mère était au téléphone.
Elle prenait sa voix habituelle de maman chaleureuse. Quand elle a raccroché, elle m'a dit qu'elle parlait avec la mère d'Alfred. Sa mère disait qu'Alfred avait des difficultés en classe parce que presque tout le monde, sauf moi, était méchant avec lui. Ils ont demandé si je pouvais venir passer la nuit afin qu'il ne soit pas seul avec des gens qui ne l'aimaient pas. Je pensais qu'Alfred était juste un autre garçon, mais le fait que sa famille vive à côté de chez nous m'intriguait. Nous rentrions ensemble tous les jours, et il semblait que nous avions plus de points communs que mes autres amis. Nos conversations étaient brèves, mais elles tournaient toujours autour du catch professionnel. Ce n'est que ce vendredi après-midi-là que j'ai réalisé à quel point je pouvais m'identifier à lui. Lorsque son père est descendu tard dans la nuit, il a ouvert une porte près de la bouche d'aération située au-dessus de ma tête. Les pas qui venaient de cet endroit me mettaient mal à l'aise. Un étrange bruit étouffé provenait des conduits, comme une télévision remplie de parasites. Il était impossible de savoir ce que c'était. Le son était trop déformé pour être identifié. Je me suis dit que son père s'était peu être réveillé au milieu de la nuit à cause de ce bruit. Puis il a refermé la porte et est remonté à l'étage. Quelques minutes plus tard, il est redescendu. Nous avons regardé quelques combats de catch au petit déjeuner, car Alfred avait déjà convaincu mes parents qu'ils pourraient les regarder ensemble. Cela me semblait être un plan parfait. J'allais enfin voir d'anciens combats que je n'avais jamais vus. Le lendemain, j'étais impatient de passer une nouvelle nuit chez Alfred. Il m'a demandé s'il pouvait aller chercher quelques cassettes au sous-sol pour que nous regardions ensemble d'anciens combats. Cela me semblait être une excellente idée. Après tout, je n'avais rien d'autre de prévu. Cela me paraissait étrange, mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Nous avons regardé quelques combats de catch, et le père d'Alfred s'est mis à parler d'anciens spectacles de catch qu'il gardait au sous-sol. Il disait qu'il possédait des cassettes VHS de combats incroyables. Alfred a demandé si je pouvais rester dormir une nouvelle fois, et mes parents ont accepté puisqu'ils n'avaient rien prévu. C'était l'occasion parfaite de regarder d'anciens combats de catch. Le lendemain, le père d'Alfred est revenu avec quelques cassettes à regarder. Elles semblaient être un excellent choix. Nous n'avions jamais vu tout cela auparavant. Nous avons regardé ces anciens combats ensemble pendant le petit déjeuner et en avons parlé jusqu'à tard dans la soirée. Cette nuit-là, je suis resté éveillé aussi longtemps que je le voulais sans faire de bruit ni descendre au sous-sol. Il était un peu après minuit lorsque le père d'Alfred s'est réveillé de nouveau et est descendu, refermant encore une fois une porte près de ma tête. Cela me mettait mal à l'aise, mais je pensais que ce n'était qu'un bruit sans importance. Le lendemain, Alfred m'a demandé si nous pouvions regarder ensemble quelques anciens combats de catch. Cette fois, j'ai accepté parce que je n'avais rien d'autre de prévu. En grandissant, cette histoire est toujours restée une source de fascination et parfois même d'un peu de peur. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise à quel point mes parents avaient vécu cet incident différemment de moi. Pour eux, découvrir que Walker était une personne aussi agressive, après toutes ces années, revenait à le prendre en flagrant délit. Des années plus tard, en regardant de vieilles photos de notre quartier et la maison où nous vivions autrefois, il me semblait étrange qu'il n'y ait plus aucune trace de ces mystérieux événements. Être avait-il finalement disparu après toutes ces années, ou être rôdait-il encore quelque part, attendant une nouvelle victime sans méfiance. En grandissant, l'histoire de cette nuit passée chez Alfred est devenue une partie de ma vie, quelque chose qui a façonné ma façon d'interagir avec les autres et d'aborder les relations amoureuses. J'avais l'impression que c'était un tournant dans ma relation avec le monde, et ce souvenir était resté gravé en moi aussi loin que je m'en souvienne. Je sais maintenant qu'il ne restait aucune trace de ces mystérieux événements. Être avait-il enfin disparu après toutes ces années, ou être rôdait-il encore quelque part, attendant une autre victime sans méfiance. En grandissant, l'histoire de cette nuit chez Alfred est devenue une partie de ma vie, quelque chose qui a façonné ma manière d'interagir avec les autres et d'aborder les relations amoureuses. J'avais l'impression que c'était un tournant dans ma relation avec le monde, et ce souvenir était resté gravé en moi aussi loin que je m'en souvienne. Au sous-sol la nuit dernière, pour regarder de vieux matchs de catch. Cela expliquait le bruit de grésillement de l'ancienne télévision que j'avais entendu par la bouche d'aération. Ma mère a dit que je pouvais revenir dormir chez lui. J'ai commencé à parler avec Alfred de certaines des cassettes, et il me décrivait en détail des combats incroyables que je devais absolument voir. J'ai dit à Alfred que j'avais entendu son père descendre au sous-sol la nuit précédente, et qu'on aurait dit qu'il regardait quelque chose. Il avait l'air confus, comme s'il ne comprenait pas pourquoi son père irait au sous-sol au milieu de la nuit. Pour essayer de le sortir de sa confusion,
J'ai proposé qu'on descende au sous-sol pour voir sa légendaire collection de cassettes de catch. Alfred avait l'air nerveux. Il a dit que nous ne devrions vraiment pas descendre là-bas, surtout sans son père. En mauvais ami que j'étais, je lui ai dit que son père ne saurait même pas que nous y étions allés. Nous allions simplement regarder les cassettes, puis remonter avant qu'il ne rentre à la maison. Il hésitait, mais il a accepté. Je pense qu'il voulait simplement être conciliant parce qu'il ne voulait pas compromettre notre nouvelle amitié. Nous nous sommes faufilés au sous-sol, qui ressemblait à un vieux sous-sol tout à fait ordinaire. Il était sombre, froid et inachevé. Au fond du sous-sol se trouvait une étrange porte en bois jaune sur laquelle était peint à la bombe sortée. Quand j'ai montré cette porte inquiétante du doigt, il m'a dit qu'elle était déjà comme ça lorsqu'ils avaient emménagé et que son père trouvait ça cool, alors il l'avait laissée telle quelle. Alfred s'est approché de la porte jaune et a dit que les cassettes se trouvaient derrière. Il a ouvert la porte et derrière se trouvait tout un mur d'étagères rempli de cassettes vidéo. De l'autre côté des étagères, près de la porte, se trouvait une vieille télévision avec un magnétoscope. C'était donc là qu'il regardait les cassettes la nuit précédente. J'ai commencé à examiner les cassettes vidéo, et chacune d'elles portait une étiquette indiquant l'événement de catch et l'année. Alfred m'a expliqué que son père se qualifiait de collectionneur et échangeur de cassettes, ce qui correspondait exactement à ce que cela signifiait. Les fans de catch échangeaient autrefois des cassettes afin d'obtenir des combats rares et des matchs provenant d'autres pays. J'étais fasciné par tout cela. En faisant glisser mes doigts le long d'une des étagères, j'ai remarqué quelques cassettes disséminées parmi les centaines d'autres qui portaient simplement des noms comme « cassette de catch 1 »,« cassette de catch 2 » et ainsi de suite. Toutes les autres étaient détaillées. Celle-ci me semblait étrangement basique. J'ai pris la cassette intitulée « cassette de catch 2 » et je me suis dirigé vers le magnétoscope. Alfred m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai répondu que je voulais voir ce qu'il y avait sur l'une de ces cassettes mystérieuses. Il m'a dit de me dépêcher pour que nous n'ayons pas d'ennui. J'ai inséré la cassette, et au lieu d'un match de catch, il n'y avait qu'une image brouillée pleine de parasites montrant un décor rouge. Tout ce qui apparaissait à l'écran était rouge. Un mur rouge, un sol rouge et un plafond rouge. La seule autre chose visible dans cette image floue était une chaise en bois. Pendant que la cassette défilait, rien ne se passait à l'écran. Mais en arrière-plan, on pouvait entendre des cris. Le genre de cris qui restent gravés dans votre tête pendant des décennies. Au moment où j'allais éjecter la cassette, un homme portant un masque est apparu à l'écran et d'une voix étrangement joyeuse a déclaré face à la caméra « Restez à l'écoute. Vous aurez envie de voir ce qui va se passer ensuite. » Il s'est mis à rire tandis que les cris, juste hors du champ de la caméra, devenaient de plus en plus forts. Alfred a arrêté le magnétoscope et a dit qu'il avait entendu une voiture dehors. Il a éteint la télévision et nous avons couru à l'étage aussi vite que possible. Son père est rentré à la maison en se comportant de manière farfelue, comme lors de toutes nos précédentes rencontres. Il nous a dit de lui laisser quelques minutes, puis qu'il trouverait quelques matchs à nous faire regarder. Son père est descendu au sous-sol. À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais oublié d'éjecter la cassette et de la remettre à sa place. Je n'ai rien dit à Alfred. 1 heure plus tard, son père est remonté à l'étage, l'air furieux. Il n'était plus du tout enjoué ni extraverti. Il est venu dans le salon et m'a dit que je devais rentrer chez moi, puis il est reparti. Alfred a essayé de lui demander pourquoi je devais partir, mais je suis simplement parti. Je me sentais tellement mal à l'aise que je ne voulais plus rester 1 minute de plus dans cette maison. Le lundi suivant, Alfred n'était pas à l'école. En rentrant chez moi, je suis passé chez lui pour voir s'il allait bien. Il a ouvert la porte et il avait l'air d'avoir pleuré. Il m'a dit que sa famille déménageait immédiatement parce que son père avait trouvé un nouveau travail. Je lui ai demandé s'il allait bien puisqu'il avait l'air d'avoir pleuré et, après un silence étrangement long, il a marmonné que tout allait bien. Son père est alors apparu derrière lui depuis l'une des pièces et Alfred a simplement dit qu'il devait y aller avant de me fermer la porte au nez. Je trouvais étrange qu'il déménage aussi brusquement, mais j'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Je commençais à apprécier passer du temps avec lui, mais au fond ce n'était pas l'un de mes meilleurs amis. Dès le lendemain, il avait disparu. Notre professeur a annoncé en classe qu'il ne reviendrait pas, et bien sûr personne ne s'en est soucié. Des années plus tard, j'ai reparlé de cette histoire à un groupe d'amis pendant que nous passions du temps ensemble. Je leur ai raconté l'histoire des cassettes et de cette étrange pièce rouge. L'un de mes amis a commencé à paniquer et m'a parlé de quelque chose appelé la chambre rouge, qui n'était accessible que sur le dark web, un concept dont je n'avais jamais entendu parler.
Je lui ai expliqué que cela remontait à bien avant l'époque où Internet permettait de regarder des vidéos, puisque tout était sur une cassette VHS, et mon ami a suggéré que c'était peut être une forme primitive de ce que la chambre rouge allait devenir. J'ai rejeté cette théorie parce qu'elle me semblait beaucoup trop absurde. Au fil des années, alors que je continuais à raconter cette histoire, de plus en plus de personnes ont commencé à croire à la théorie de la chambre rouge. Un jour, nous avons même essayé de retrouver Alfred sur les réseaux sociaux, mais il n'existe pas. C'est comme si sa famille avait été là, puis avait disparu. Je ne sais toujours pas si je crois vraiment avoir vu quelque chose d'aussi tordu et sombre, mais plus je lis sur ce sujet, plus tout cela semble avoir du sens. Aujourd'hui adulte, si je pense trop à cette histoire, je commence à perdre le sommeil. J'espère sincèrement que cette cassette n'était qu'un faux film amateur, car si elle était réelle et représentait une première forme de chambre rouge, le simple fait d'avoir été si proche d'un monstre pareil me hantera pendant des années. Je sais maintenant qu'il ne restait aucune trace de ces événements mystérieux. Peut-être avait-il finalement disparu après toutes ces années, ou peut-être rôdait-il encore quelque part, attendant une nouvelle victime sans méfiance. En grandissant, l'histoire de cette nuit passée chez Alfred est devenue une partie de ma vie, quelque chose qui a façonné ma façon d'interagir avec les autres et d'aborder les relations amoureuses. J'ai eu l'impression que c'était un tournant dans ma relation avec le monde, et ce souvenir est resté gravé en moi aussi longtemps que je m'en souvienne. Au sous-sol la nuit dernière pour regarder de vieux matchs de catch, cela expliquerait le vieux bruit de télévision parasité que j'avais entendu par la bouche d'aération. Ma mère m'a dit que je pouvais encore dormir chez lui. J'ai commencé à parler avec Alfred de certaines des cassettes, et il me décrivait en détail des combats incroyables que je devais absolument voir. J'ai dit à Alfred que j'avais entendu son père descendre au sous-sol la nuit précédente, et qu'on aurait dit qu'il regardait quelque chose. Il avait l'air perplexe, comme s'il ne comprenait pas pourquoi son père irait au sous-sol au milieu de la nuit. Pour essayer de le sortir de sa confusion, je lui ai proposé de descendre au sous-sol afin de voir sa légendaire collection de cassettes de catch. Alfred avait l'air nerveux. Il a dit que nous ne devrions vraiment pas y aller, surtout sans son père. En étant le mauvais ami que j'étais, je lui ai dit qu'il ne saurait même pas que nous étions descendus. Nous allons juste regarder les cassettes, puis nous remonterons avant qu'il ne rentre. Il hésitait, mais il a accepté. Je pense qu'il voulait simplement me faire plaisir, parce qu'il ne voulait pas compromettre notre nouvelle amitié. Nous nous sommes faufilés dans le sous-sol, qui ressemblait à un sous-sol ancien tout à fait ordinaire. Il faisait sombre, froid, et il n'était pas aménagé. Au fond du sous-sol se trouvait une étrange porte en bois jaune, sur laquelle était peint à la bombe le mot « Sortez ». Quand je lui ai montré cette porte inquiétante, il m'a dit qu'elle était déjà comme ça lorsqu'ils avaient emménagé, et que son père trouvait ça cool. Alors il l'avait laissée telle qu'elle. Alfred s'est approché de la porte jaune et m'a dit que les cassettes se trouvaient derrière. Il a ouvert la porte et derrière se trouvait tout un mur d'étagères remplis de cassettes vidéo. De l'autre côté des étagères, près de la porte, se trouvait un vieux téléviseur avec un magnétoscope. C'était sûrement là qu'il regardait les cassettes la nuit précédente. J'ai commencé à examiner les cassettes vidéo et chacune d'elles portait une étiquette indiquant l'événement de catch ainsi que l'année. Alfred m'a expliqué que son père se considérait comme un collectionneur et échangeur de cassettes, exactement ce que cela signifie. À l'époque, les passionnés de catch échangeaient des cassettes, afin d'obtenir des combats rares et des enregistrements venus d'autres pays. J'étais émerveillé. En passant mes doigts le long d'une étagère, j'ai remarqué quelques cassettes disséminées parmi les centaines d'autres, qui portaient simplement des noms comme « cassette de catch 1 »,« cassette de catch 2 », et ainsi de suite. Toutes les autres étaient décrites en détail. Je trouvais étrange que celle-ci ait des étiquettes aussi basiques. J'ai pris la cassette intitulée « Cassette de catch 2 » et je me suis dirigé vers le magnétoscope. Alfred m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai répondu que je voulais voir ce qu'il y avait sur l'une de ces cassettes mystérieuses. Il m'a dit de me dépêcher pour que nous n'ayons pas d'ennui. J'ai inséré la cassette, et au lieu d'un match de catch, un écran rouge granuleux rempli de parasites est apparu. Tout ce qui apparaissait à l'écran était rouge. Un mur rouge, un sol rouge et un plafond rouge. La seule autre chose visible dans cette image floue était une chaise en bois. Pendant que la cassette défilait, rien ne bougeait à l'écran, mais en arrière-plan, on entendait des cris. Des cris du genre qui continuent de résonner dans votre tête des décennies plus tard. Alors que j'allais éjecter la cassette, un homme portant un masque est apparu à l'écran et d'une voix étrangement joyeuse a dit à la caméra « Restez à l'écoute ».
Vous voudrez voir ce qui va se passer ensuite. Il s'est mis à rire tandis que les cris juste hors du champ de la caméra devenaient de plus en plus forts. Alfred a arrêté le magnétoscope et a dit qu'il avait entendu une voiture dehors. Il a éteint la télévision et nous avons couru à l'étage aussi vite que possible. Son père est entré dans la maison en plaisantant comme il l'avait toujours fait lors de nos précédentes rencontres. Il nous a dit de lui laisser quelques minutes et qu'il trouverait ensuite quelques matchs à nous montrer. Son père est descendu au sous-sol. À ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais oublié d'éjecter la cassette et de la remettre à sa place. Je n'ai rien dit à Alfred. 1 heure plus tard, son père est remonté et il avait l'air en colère. Il n'était plus du tout aussi drôle et extraverti. Il est venu dans le salon et m'a dit que je devais rentrer chez moi, puis il est reparti. Alfred a essayé de lui demander pourquoi je devais partir, mais je suis simplement parti. Je me sentais tellement mal à l'aise que je ne voulais plus rester 1 minute de plus dans cette maison. Le lundi suivant, Alfred n'était pas à l'école. En rentrant chez moi, je suis passé chez lui pour voir s'il allait bien. Il a ouvert la porte et il avait l'air d'avoir pleuré. Il m'a dit que sa famille déménageait immédiatement parce que son père avait obtenu un nouvel emploi. Je lui ai demandé s'il allait bien puisqu'il semblait avoir pleuré. Et après un silence étrangement long, il a marmonné que oui. Son père est sorti d'une pièce derrière lui. Alfred a simplement dit qu'il devait y aller, puis il m'a fermé la porte au nez. J'ai trouvé étrange qu'il déménage aussi soudainement, mais j'ai repris ma vie normalement. Je commençais à apprécier et passer du temps avec lui, mais au fond, il ne faisait pas partie de mes meilleurs amis. Littéralement, le lendemain, il avait disparu. Notre professeur a annoncé à l'école qu'il ne reviendrait pas, et bien sûr, personne ne s'en est soucié. C'est des années plus tard que j'ai reparlé de cette histoire à un groupe d'amis alors que nous passions du temps ensemble. Je leur ai parlé des cassettes et de cette étrange salle de musique rouge. L'un de mes amis a commencé à paniquer et m'a raconté une histoire à propos de quelque chose appelé la Red Room, accessible uniquement sur le dark web, dont je n'avais jamais entendu parler. Je lui ai dit que cela remontait à bien avant l'époque où Internet permettait de regarder des vidéos, puisque c'était sur une cassette VHS, et mon ami a suggéré que c'était peu être une forme primitive de ce que la Red Room deviendrait plus tard. J'ai rejeté cette théorie parce qu'elle me semblait beaucoup trop absurde. Au fil des années, alors que je continuais à raconter cette histoire, de plus en plus de personnes ont commencé à croire à la théorie de la Red Room. Un jour, nous avons même essayé de retrouver Alfred sur les réseaux sociaux, mais il n'existe pas. C'est comme si sa famille avait vécu ici avant de disparaître. Je ne sais toujours pas si je crois vraiment avoir vu quelque chose d'aussi tordu et sombre, mais plus je lis sur ce sujet, plus tout cela semble avoir du sens. Aujourd'hui adulte, si je réfléchis trop à cette histoire, je commence à perdre le sommeil. J'espère sincèrement que cette cassette n'était qu'un faux film amateur, car si elle était réelle et représentait une forme primitive de la Red Room, le simple fait de savoir que j'ai été aussi proche d'un tel monstre me tiendra éveillé pendant encore des années. Aujourd'hui, en repensant aux événements qui m'ont conduit jusqu'à ce moment de ma vie, je ne peux m'empêcher de ressentir à la fois de la tristesse et de la détermination. Le chemin a été long et parfois douloureux, mais il a aussi été marqué par des moments de joie inattendus et de liens sincères. Avec le recul, le pire moment a été lorsqu'il est parti. Cela ressemble à une fin si brutale pour ce qui aurait pu être un avenir prometteur avec quelqu'un qui semblait si gentil au départ. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissant pour chaque instant qui m'a conduit jusqu'ici. Depuis ce jour, j'ai beaucoup réfléchi à la théorie de la Red Room, et elle m'a fait comprendre à quel point les gens peuvent changer en très peu de temps. Elle m'a aussi appris à apprécier les petites choses de la vie, les moments de vulnérabilité, de solitude et d'isolement qui passent souvent inaperçus. Je ne saurais peu, être jamais, si ce qui lui est arrivé était réel ou non, mais cela n'enlève rien à l'impact que cette histoire a eu sur ma vie. Cette histoire est restée gravée en moi toutes ces années, me rappelant que même dans nos moments les plus vulnérables, nous pouvons encore trouver quelque chose de beau. Quant à cette histoire, j'espère qu'elle rappellera à chacun que chaque instant est important et mérite d'être raconté. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi toutes ces années, me rappelant que même dans nos moments les plus vulnérables, nous pouvons encore trouver quelque chose de beau. Aujourd'hui,
En repensant aux événements qui m'ont conduit jusqu'à ce moment de ma vie, je ne peux m'empêcher de ressentir à la fois de la tristesse et de la détermination. Le chemin a été long et parfois douloureux, mais il a aussi été marqué par des moments de joie inattendus et de liens sincères. Quant à cette histoire, j'espère qu'elle rappellera à chacun que chaque instant est important et mérite d'être raconté. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room n'est pas être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room n'est plus être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room n'est pas être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, me rappelant à quel point certains instants peuvent façonner ce que nous sommes. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on le vit sur le moment, mais avec le recul, tout semble plus important que jamais. La théorie de la Red Room ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge ne peut être qu'une légende ou un mythe,
Mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut-être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années,
comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est pu être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans nos vies. Cette histoire est restée gravée en moi au fil des années, comme un rappel de la façon dont certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble plus important que jamais. La théorie de la chambre rouge n'est pu être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut-être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe,
mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond, un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est plus être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais avec le recul, tout semble aujourd'hui bien plus important qu'à l'époque. La théorie de la chambre rouge n'est plus être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge ne peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons.
Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre. Mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut-être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est plus être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peu être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est plus être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est plus être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut-être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est point être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est peut être qu'une légende ou un mythe, mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner la personne que nous devenons. Il est facile d'oublier ce qui s'est passé lorsqu'on est en train de le vivre, mais en y repensant aujourd'hui, tout semble bien plus important qu'autrefois. La théorie de la chambre rouge n'est pas être qu'une légende ou un mythe,
Mais pour moi, elle est devenue quelque chose de bien plus profond. Un rappel de la solitude et de la vulnérabilité auxquelles nous sommes tous confrontés dans la vie. Cette histoire est restée avec moi au fil des années, me rappelant à quel point certains moments peuvent façonner